Bonsoir à tous, bienvenue donc dans cette deuxième session de l'Alliance estivale sur la thématique des judaïsmes séfarades. C'est ce programme d'été que l'Alliance israélite universelle vous propose pour continuer à apprendre sur les différentes formes de judaïsme, l'histoire, la culture, du limoud, de l'étude juive sous toutes ses formes pendant cet été en ligne depuis chez vous. Donc nous avons commencé jeudi dernier avec Michael Benamon, qui reviendra d'ailleurs ce jeudi pour un cours sur le 17 Tammuz. Faut-il jeûner le 17 Tammuz? Et nous recevrons également Clémence Boulouk sur la pensée d'Elie Ben-Amozeg, également Meir Baracher sur les Juifs dans le Coran, Gabriel Bensour qui nous fera une étude croisée sur les Ashkénazes et les Séfarades pour comment les deux réagissent face à l'idée de mourir pour Dieu, et puis le Rav Yitzhak Chouraki sur la justice sociale dans la tradition rabbinique séfarade. Mais ce soir, nous recevons Martin Messika à propos de son livre sur la politique de l'accueil face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada. Et pour ça, je passe la parole à Ariel Danan. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous recevoir pour cette présentation. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est une manifestation que nous avions prévue avec Martin Messika et avec le Kazib Kojazor avant le confinement. Finalement, nous nous retrouvons ensemble sur Zoom. Très heureux de vous accueillir donc sous ce format un peu particulier. Et puis en plus, c'est assez intéressant. Je vois des personnes d'Israël, de France, des amis chercheurs qui nous ont rejoints. Merci de votre présence. Alors, en fait, ce que nous allons faire, ce que nous vous proposons avec Martin Messika, c'est un dialogue à trois voix d'ailleurs, puisque nous allons échanger. Donc, Martin, pour présenter, alors je ne sais pas si vous verrez bien, en plus vous le voyez à l'envers, ce n'est pas très facile, présenter le livre qui vient de sortir de Martin Messika, Politique de l'accueil, État et associations face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada des années 50 à la fin des années 70. C'est le fruit d'un travail de thèse que Martin a soutenu il y a maintenant, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, et qui donc est un livre passionnant à lire. C'est une comparaison entre la France et le Canada. Et alors, nous allons évidemment beaucoup parler de la France. Et pour le cas spécifique de la France, je suis très heureux que ce soit Laure Politis qui ait accepté de dialoguer avec Martin. Laure Politis qui est directrice du Centre d'études et de prospective du Kazib Kojazor en partenariat avec lequel nous organisons cette soirée. Et donc, nous aborderons les thématiques spécifiques au Kazib avec Laure Politis dans un deuxième temps. Mais tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet avec Martin, j'aimerais que Martin accepte dans un premier temps une question assez générale finalement, mais pour bien mettre en perspective ce dont nous allons parler, et donc quelques chiffres, quelques dates pour comprendre le départ des Juifs d'Afrique du Nord et les pays qu'ils ont choisis pour nouvelle terre d'asile. Alors, il faut que tu actives ton micro, Martin. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci à Ariel Danan de m'avoir proposé de présenter mon livre. Merci à Laure Politis aussi de participer. Alors, tout d'abord, c'est vrai que pour placer un petit peu le contexte, si vous n'entendez pas ou tout ça, vous me faites des grands signes. Tout d'abord, pour placer le contexte, j'aimerais d'abord revenir sur un peu un des sous-titres du livre qui parle des Juifs d'Afrique du Nord, des Juifs du Maghreb. Que finalement, c'est une catégorie assez générale qui recouvre des statuts différents. Parmi les Juifs d'Afrique du Nord, il y a des Français, notamment les populations d'Algérie. Il y a des Tunisiens, des Marocains, il y a des personnes qui avaient d'autres nationalités. Donc, c'est une catégorie très hétérogène. Et donc, toute la recherche, justement, on va traverser un peu différentes catégories. Alors, juste avant, donc, je commence globalement au moment de la période de la décolonisation. Dans les années 50, la majorité de la population
juive nord-africaine, c'est la population du Maroc, donc c'est la population la plus nombreuse, à peu près 250 000 juifs. La population d'Algérie, donc ce sont les juifs d'Algérie, à peu près 120 000 juifs, et les juifs de Tunisie, à environ, on pense généralement à peu près 100 000 personnes. Peut-être un mot maintenant sur le fait que voilà, ces trois pays, dans ces trois pays, les Juifs d'Afrique du Nord ont des relations assez différentes à la France, et notamment, et ça se voit clairement en termes de statut. Voilà, les Juifs d'Algérie, vous le savez, sont français depuis 1870, depuis le décret Crémieux. Ils ont perdu leur nationalité pendant la Seconde Guerre mondiale. Le décret a été abrogé, ils l'ont retrouvé par la suite, mais globalement, dans les années 50, il y a à peu près 120 000 qui sont français d'Algérie et ils s'inscrivent dans la population française d'Algérie. Après, on pourra revenir sur le détail, mais c'est juste pour redonner un petit peu le cadre général. À l'inverse, les Juifs du Maroc, le protectorat, donc c'est un protectorat au Maroc de 1912, à partir de 1912, les Juifs du Maroc, il y avait une volonté des autorités françaises de ne pas bouleverser les équilibres politiques et communautaires au Maroc. Et donc, du coup, les Juifs du Maroc sont marocains, dans la très grande, puisque la France n'a pas souhaité mener une politique de naturalisation. Le troisième cas, c'est la Tunisie, c'est pour ça que je le dis en dernier, même si le protectorat est antérieur, puisque c'est une situation un peu intermédiaire. Il y avait des Tunisiens et il y avait, par le biais de différents programmes de naturalisation qui ont eu lieu, à peu près un quart de la population juive de Tunisie qui était française. On pourra revenir un petit peu sur les causes, pourquoi est-ce qu'en Tunisie il y a des Français. En tout cas, voilà, on a ces trois ensemble et qui vont, face à la décolonisation, se trouver un petit peu, réagir différemment. Voilà, ça peut-être ça place un petit peu le… Oui, parfait. Martin, alors justement, ma deuxième question, c'est de te demander quelles ont été les grandes étapes du départ de ces Juifs d'Afrique du Nord. Alors effectivement, les dates ne correspondent pas forcément pour les trois communautés, mais il y a quand même quelques moments phares. On peut penser, je suppose, à 1956, à 1967. Quelles sont véritablement pour toi les grandes ruptures chronologiques du départ des Juifs d'Afrique du Nord? Alors, si on prend l'après-guerre, si on prend à partir de l'après-guerre, effectivement, on voit déjà, si on parle des départs, des modèles un petit peu différents. C'est sans doute la majorité de la population juive d'Algérie a quitté l'Algérie en 1962. Alors, on peut voir un petit peu avant, en 61, il y avait aussi des départs. Une partie, il y a eu un peu au cours des années 50, au début des années 60, mais sinon, l'exode, finalement, c'est 1962 dans le sillage des rapatriés d'Algérie. La situation, et je commence par ça parce que c'est l'image qu'on a en tête sans doute de l'exode, la situation est beaucoup plus diffuse pour les deux pays du protectorat, la Tunisie et le Maroc. Alors effectivement, on prend généralement comme point de repère 1956, puisque le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. On voit néanmoins, et on les voit clairement, même dans les dossiers du CASI dont on pourra parler plus tard, des Juifs de Tunisie et du Maroc qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui dès les années 50, viennent déjà à Paris notamment. Mais effectivement, on considère que 1956, l'accession à l'indépendance, c'est un premier vague de départ, finalement, mais qui n'est pas le plus important, qui n'est pas du tout à comparer avec 1962 pour l'Algérie. Après, voilà, il y a d'autres événements qui rythment un petit peu l'histoire des départs. Alors, je pense notamment, Jacques Taïeb avait présenté un petit peu une chronologie, notamment pour les Juifs de Tunisie. En 1961, une petite escarmouche, ou en tout cas un conflit entre l'armée tunisienne et l'armée française au sujet de l'agrandissement de la base qui se trouvait à Bizerte, conduit à un départ, notamment des Juifs de Bizerte, mais à un départ d'une partie une petite vague de départ des Juifs de Tunisie, inquiets de voir l'ancienne puissance coloniale et le nouvel État s'affronter.
il y a d'autres éléments. Hein, Jacques Taillet parlait notamment de 1964 et des éléments liés aux terres à des terres juridiques, des événements juridiques qui ont conduit un petit départ. 1967, la guerre des 6 jours, qui conduit à des événements, à des violences. Bon, et c'est pareil pour le Maroc, généralement aussi, on parle de 1967, de 1973, la guerre de Kippour. Et finalement, pour ces deux pays, on voit un mouvement globalement continuel avec des petits pics. 67 est un pic, hein, mais avec des pics de départ. Donc ça montre vraiment aussi que la situation, et notamment pour les personnes, les populations juives, n'est pas claire en 1956. Il ne faut pas du tout penser qu'en 1956, tout le monde, les gens de Tunisie et du Maroc, prend part. C'est une situation beaucoup plus fluctuante et beaucoup plus incertaine finalement. Alors, dans ce que tu nous décris dans ton livre, tu as choisi de travailler sur la France et le Canada, qui ont été deux des terres d'asile principales, évidemment, des Juifs d'Afrique du Nord, mais il y en a quand même une troisième, qui est Israël. Et j'aimerais que tu nous dises un mot à la fois pour nous dire pourquoi tu n'as pas fait une comparaison finalement sur les 3 pays. Et puis, de manière plus large, on y reviendra sûrement ensuite après, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement concurrence sur le terrain en Afrique du Nord entre la France, le Canada, Israël? C'est un jeu qui a été notamment travaillé par beaucoup d'historiens israéliens avec des thèses quelquefois un peu douteuses à mon avis, mais où il y aurait eu quasiment une concurrence entre Israël et les organisations juives pour convaincre les Juifs d'Afrique du Nord de choisir leur nouvelle terre d'asile. Mais donc déjà commençons par le début. Pourquoi n'avoir pas travaillé sur Israël? Effectivement, après, c'est toujours des histoires de choix. Alors, au début, c'était effectivement prévu, hein, mais donc, voilà, c'est ce qui permet que le livre soit un peu moins gros que ce qu'il n'aurait été s'il y avait eu Israël. Mais bon, en réalité, voilà, j'ai été assez rapidement confronté à la grande différence. Enfin, vraiment, parler de l'immigration des Juifs d'Afrique du Nord en Israël, c'est un champ à part entière, je pense, qui pose toute une série de questions liées aux archives, évidemment, mais c'est vraiment un champ. Il y a beaucoup de travaux sur ce sujet. On sait donc que la majorité, par exemple, la majorité des Juifs du Maroc sont partis en Palestine puis en Israël. À peu près, on considère que la moitié des Juifs de Tunisie sont allés en Israël et 10 000, 15 000 de Juifs d'Algérie se sont aussi rendus en Israël. Alors, effectivement, plus largement, on voit à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, même après, à partir de 1948, des associations juives, des associations israéliennes, l'Agence juive notamment, différents programmes qui sont mis en place pour aider à faire partir les Juifs, notamment du Maroc. Je pense notamment, il y a toute une histoire à faire, qui a été en partie faite par Egal Ben-Noun, sur la manière dont les Juifs du Maroc ont émigré en Israël, alors que à partir d'un moment, l'immigration a été officiellement interdite. Et donc, c'est tout un dispositif, donc l'immigration liée à secrète, clandestine, notamment en passant par le camp de Grand Arenas dans le sud de la France. Et donc, ce sont des trajectoires, mais c'était vraiment un sujet en soi. Alors, plus globalement, il faut aussi, je pense, envisager finalement, après la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique du Nord devient un terrain d'action de beaucoup d'associations juives internationales. Alors, bien sûr, il y a les associations sionistes qui souhaitent développer l'immigration vers la Palestine puis vers Israël, mais finalement, chaque association qui a une tradition propre va se mettre à investir le terrain maghrébin, alors avec des différences selon des pays, et on voit une grande variété. C'est-à-dire qu'il y a des associations sionistes qui promeuvent le départ en Israël. Il y a des associations qui vont défendre le fait que les Juifs doivent rester dans les pays, même après l'indépendance, et qui essayent de faire des démarches, pas souvent couronnées de succès, mais des démarches pour protéger les minorités juives. Des associations, notamment je pense à des associations médicales comme l'OSE qui s'investissent aussi. Chaque association juive des États-Unis ou de France notamment, ou d'Israël, s'investit en Afrique du Nord avec sa propre
finalement sa propre tradition d'assistance, son propre projet politique en tête et va développer un peu des voies, en tout cas, d'avenir pour les Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, effectivement, j'ai voulu aussi inscrire un petit peu la question de l'immigration dans quelque chose d'un peu plus global, puisque, voilà, notamment pour le Maroc, il y a beaucoup d'associations juives, notamment américaines, qui s'investissent là-bas. Et finalement, le départ n'est pas forcément la chose la plus évidente dès le début. Il y a vraiment des périodes de tâtonnement et bien sûr, il y a bien sûr des cas et bien sûr un fort mouvement vers Israël. Bon, on pourra revenir peut-être après. Non, tu veux que je... Vas-y, continue. On pourra revenir après, mais on voit notamment chez une partie des associations juives, parce que dans ce panorama général, vraiment, voilà, de nombreuses associations sont représentées, on voit apparaître aussi des associations juives américaines qui sont spécialistes de l'immigration, pas forcément vers Israël, et qui examinent la situation en Afrique du Nord, notamment au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et ils constatent, et c'est quelque chose que je détaille un peu dans le livre, la manière dont ils vont commencer à penser l'idée qu'une partie de la population juive du Maghreb ne va pas aller en Israël parce qu'ils ils appartiennent aux catégories occidentalisées. Et donc, ces associations imaginent d'autres voies, d'autres possibilités d'immigration hors d'Israël. Et ils disent clairement dans leur correspondance, pour essayer de convaincre leur conseil d'administration de mettre en place ces projets d'immigration vers d'autres pays, ils disent clairement qu'une partie de la population est trop occidentalisée, trop éduquée pour aller en Israël. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet autour du Canada, mais en fait, ce que tu dis m'inspire une réflexion qui est peut-être un peu dérangeante, en tout cas sous forme de question aussi brutale, mais est-ce que finalement le choix du pays pour les Juifs d'Afrique du Nord qui partent est un choix librement consenti ou finalement ils ne font qu'en fonction de leurs possibilités? Donc, pour le dire un peu brutalement, ceux qui le peuvent vont aller en France et c'est le choix prioritaire. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en France vont aller éventuellement au Canada et tu y reviendras un peu plus tard. Et puis la grande masse qui n'a pas vraiment de possibilité ou qui fait preuve d'un petit peu de sionisme et notamment de sionisme messianique va choisir Israël. Mais dans quelle mesure les Juifs d'Afrique du Nord choisissent leur nouvelle terre d'accueil ou se la voient imposer par les événements ou par des organisations sur le terrain? Oui, alors ça, c'est un grand sujet et ce serait à mon avis d'autres recherches sur vraiment qu'est-ce qui, sur le terrain, dans les pays d'origine, a fait que des gens ont choisi un pays plutôt que l'autre. Et moi, j'ai des visions un petit peu de la part, depuis les pays d'accueil, donc c'est plus difficile. En revanche, pour ce qui est assez clair, c'est la nationalité. La nationalité conditionne, alors je ne sais pas, mais en tout cas oriente très fortement les Juifs d'Algérie sont français et une bonne partie, un bon quart de la communauté juive de Tunisie. Et le fait d'être de nationalité française simplifie en partie la question, puisque l'idée générale est qu'on ira en France voilà, pour les alors, il y a un peu des travaux, par exemple, notamment sur le rôle du sionisme en Algérie. Donc, et finalement, la réussite assez en demi-teinte des émissaires qui voulaient stimuler le départ vers Israël. Donc, c'est assez naturel. C'est un départ assez naturel. Les gens sont français, ils ont été naturalisés. Enfin, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont été naturalisés. Et finalement, ça, c'est la voie assez logique. La question, finalement, le débat, la question, c'est beaucoup pour des populations, notamment les Marocains, des Tunisiens. Et finalement, là, effectivement, il y a parfois des entre-deux, parfois des doutes. La recherche, les gens qui ont travaillé sur l'immigration en Israël ont notamment mis en avant la dimension sociale, c'est-à-dire que les populations, notamment du Maroc, qui habitaient dans des petites villes ou dans des villages qui étaient un peu moins éduqués, ont suivi plus facilement les émissaires des associations, enfin des structures en charge de l'immigration en Israël.
Et on considère généralement que c'est une population un peu moins, voilà, qui appartenait un peu moins à la classe moyenne, une classe moyenne inférieure, on peut dire. Ces catégories sont un peu difficiles à appliquer dans un monde colonial et immédiatement post-colonial. Et finalement, et effectivement, une partie de, on peut dire, classe moyenne, en tout cas des gens occidentalisés, mais qui avaient un fort sentiment sioniste. Et après se trouve effectivement d'autres, voilà, aussi, il faut prendre en compte la grande, le fait qu'une partie de la population tunisienne et marocaine était francisée. Je pense bien sûr au rôle de l'Alliance israélite universelle au Maroc. Et finalement, même pour ces gens qui étaient étrangers, aller en France paraissait aussi naturel. J'avais fait des entretiens avec notamment des gens qui sont venus à Paris après leurs études pour faire leurs études supérieures, et au Canada, des Marocains qui ont immigré au Canada. Et c'est vrai qu'on est frappé parfois lorsque on les entendait parler, lorsqu'on les interrogeait sur la manière dont ils se projetaient avant de partir, que finalement le départ en France était naturel, même s'il n'était pas national, même s'il n'était pas nationaux, pardon, même s'il n'était pas de nationalité française, le fait d'aller en France après pour faire ses études supérieures était naturel. Et je pense à quelqu'un qui m'avait dit, finalement, c'était comme si j'habitais une ville de province et j'irais à Paris faire mes études. Ce qui est intéressant, même si c'est toujours difficile ce genre de discours, parce que ça n'était pas une ville de province. Mais ça montre néanmoins l'univers mental et l'importance de ce type d'éléments. L'autre chose que je voulais dire, donc voilà, donc je pense qu'il y a un peu ces différentes dimensions, une dimension sociale, les catégories sociales, et la question de l'occidentalité, enfin de la proximité avec la culture occidentale, si on peut dire. Alors, rentrons maintenant cette fois-ci, déplaçons-nous vers le Canada. Je sais qu'il y a des Canadiens qui nous suivent à distance. C'est l'un des miracles de Zoom parmi beaucoup d'autres problèmes que nous vivons, mais c'est quand même un avantage, je dois le reconnaître. Sur le Canada, qu'est-ce que tu peux nous dire finalement, à la fois sur le nombre de Juifs qui se sont installés là-bas, sur les raisons de leur installation, sur la manière dont leur intégration s'est faite, et évidemment sur le rôle des organisations juives canadiennes dans cette intégration. Et je suppose qu'on ne pourra pas échapper à la question linguistique, notamment, qui est extrêmement importante pour le Canada. Oui. Alors effectivement, pour qui peut peut-être faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, c'est aussi intéressant de penser finalement la migration, ce n'est pas forcément aller d'un point à un autre. Et on voit clairement que, alors là, on a parlé des gens qui sont allés en Israël, au Canada, en France, mais on voit, et on les voit, il suffit juste de commencer à travailler un peu sur le sujet, et on voit des circulations. On voit des gens qui commencent par aller en Israël, se retrouvent faire une deuxième immigration à Paris. On voit des gens aller en Israël, immigrer dans un deuxième temps au Canada. Et donc finalement, c'est ça aussi, c'est un élément important. Je pensais qu'il n'y a pas de, les choses peuvent être assez panachées. On voit des parcours migratoires qui se construisent. Alors pour répondre plus précisément, effectivement, déjà moi, avant de commencer cette recherche, je me demandais bien pourquoi des Juifs marocains se trouvaient au Canada. Selon à peu près, alors justement, les décomptes sont assez compliqués à faire et je ne suis pas démographe. Et notamment, cette histoire de parcours rend aussi difficile de savoir combien de personnes ont immigré au Canada, puisque finalement, les gens ont immigré, ils sont repartis peut-être, donc c'est difficile. Moi, j'évalue à peu près 10 000 personnes qui ont migré au Canada, majoritairement du Maroc. Alors, je dis majoritairement du Maroc, maintenant, ça paraît assez évident, on pense au Canada, on pense généralement aux Juifs du Maroc. Finalement, un moment, on ne savait pas exactement. Un moment, dans les années 50, il y a une grande incertitude finalement. Est-ce que ce seront les organisations juives canadiennes, j'y reviendrai, se demandent si peut-être que des gens d'Algérie vont venir, des gens de Tunisie, des gens qui sont français. Donc c'est finalement, ça a marché. Il y a eu un succès de l'immigration du Maroc, mais c'est quelque chose qu'on peut voir a posteriori. Alors, déjà, il y a un élément de cadrage peut-être à rappeler, et on a un petit peu parlé, mais il faut
le rappeler. Après la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il y a un mouvement dans les organisations juives internationales, et là je pense France, ou en Israël sans doute, les organisations juives américaines qui sont très présentes, et j'y reviendrai. Il y a quand même l'idée, il y a ce qu'on peut appeler l'ombre de la Shoah qui pèse sur l'action des organisations juives, et de nombreuses organisations juives se mobilisent pour aider à la migration des juifs où qu'ils soient. En Europe, je pense aux personnes déplacées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de personnes, donc les personnes déplacées qui sont, et donc il y a différentes actions menées par des organisations juives américaines pour les aider à migrer. Et de manière générale, il y a parmi des organisations juives, notamment américaines, mais pas uniquement, une inquiétude sur le devenir des juifs d'Afrique du Nord. Une inquiétude sur que deviendront-ils après l'indépendance. Et donc, il y a une volonté de trouver des voies pour leur permettre d'immigrer. Et c'est dans cet interstice-là, dans ce moment-là, que des associations juives canadiennes, avec une association juive américaine qui s'appelle HIAS, vous avez peut-être entendu parler, qui est active aux États-Unis pour aider à l'immigration, à l'accueil, vont réfléchir, vont mettre en place un programme assez original qui va permettre à des Juifs d'Afrique du Nord de se rendre au Canada. Alors ça paraît peut-être un peu facile comme ça, mais il faut rappeler une spécificité de la politique d'immigration au Canada dans les années 50. Le Canada, dans les années 50, mène une politique discriminatoire. C'est-à-dire que c'est un peu loin des images qu'on a très positives du Canada sur l'immigration, mais à l'époque, certains pays les ressortissants de certains pays peuvent immigrer au Canada et les ressortissants d'autres pays ne peuvent pas. Parce qu'il y a donc une classification en fonction des migrants les plus souhaités par le pays. Et, alors moi je ne suis pas juriste, mais de ce qu'on comprend des règles de cette nature-là, c'est qu'en 1950, un Marocain, n'importe quel Marocain du Maroc, né au Maroc, qui habite au Maroc, n'est pas éligible pour aller au Canada. C'est-à-dire qu'il ne peut pas déposer un dossier pour avoir le droit et le statut lui permettant d'y habiter, le statut donc de résident. Et donc, je vous dis ça pour mesurer un petit peu le rôle qu'ont eu les associations juives canadiennes qui sont allées convaincre le gouvernement fédéral d'accepter la migration des Juifs du Maroc, d'Afrique du Nord, et qui, en échange, et ça on pourrait y revenir, en échange, ont accepté de prendre à leur charge, en tout cas d'apporter une aide financière, une aide à l'installation. Donc, il y a les associations canadiennes qui vont négocier avec le gouvernement fédéral, et on voit, j'ai analysé dans le livre, et vous pouvez trouver dans le livre toute une série d'échanges et des démarches faites par les associations canadiennes pour convaincre le gouvernement fédéral d'accepter ces nouveaux arrivants. Et les engagements, alors voilà, c'est parfois des négociations assez tendues, des engagements pour leur permettre de s'installer. En lien avec des associations juives américaines aussi, donc HIAS, et une association juive canadienne, JIAS, que j'ai étudiée aussi, en particulier. Alors, évidemment, un point que je me suis demandé dès le début, finalement, c'était est-ce que l'immigration des Juifs, notamment du Maroc, au Canada, est liée à des raisons linguistiques. Alors, et c'est là où c'est un peu, voilà, on est sur quelque chose d'assez ambivalent finalement, puisque à cette même époque, des Juifs de nombreux pays, des personnes déplacées, des personnes un peu plus tard, des gens de Hongrie, enfin des Juifs hongrois, enfin toute une série de personnes qui ne sont pas francophones sont aidées pour aller s'installer au Canada. Donc on voit bien sûr que la question linguistique a joué, notamment pour les facilités peut-être pour s'installer à Montréal, et il y a des exemples de personnes qui sont arrivées, j'ai vu des exemples de personnes qui sont arrivées, des Juifs marocains qui sont arrivés à Toronto et qui rapidement sont allés à Montréal puisque c'était plus facile pour elles. Mais voilà, c'est un moment particulier où
le directeur de cette association juive canadienne se démultiplie pour faire venir différentes populations, enfin des juifs de différents pays. Est-ce que tu as encore des éléments sur le Canada que tu veux nous partager ou on passe à la France? On peut passer à la France, mais voilà, je crois que on pourra revenir à ça. Mais effectivement, ça pose la question de la manière dont les associations négocient avec le gouvernement. Et alors, il y a un autre point très intéressant que j'ai trouvé, c'est que finalement, quand on immigrait au Canada, pour les gens pour qui ça se passait comme ça se passait bien, finalement, tout se faisait à distance. Et on voit dans les archives comment, à Casablanca, ou dans d'autres villes, hein, comme ça, finalement, aidés par les associations juives, les personnes qui souhaitaient partir faisaient leur dossier, obtenaient un document leur permettant d'être résident au Canada, de manière très différente par rapport au cas français. On pourrait y revenir, mais ça n'était pas faire la queue à la préfecture de police pour être régularisé. Donc tout est fait en amont et on voit les associations juives extrêmement présentes, extrêmement qui suivent vraiment les dossiers des personnes qui déposent des dossiers de demande d'immigration. Et un autre point, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on voit aussi des gens qui commencent leur dossier pour partir au Canada et qui l'abandonnent, et qui peut-être sont partis en France, sont partis en Israël. Donc on voit vraiment aussi comment les personnes testent différentes choses. C'est une possibilité qui s'offrait à eux, mais finalement qui s'associe avec d'autres possibilités. Après, d'autres éléments peut-être qui sont intéressants, c'est que j'ai peut-être moins étudié, et je pense notamment aux travaux de Yolande Cohen qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, c'est la manière dont, arrivé au Canada, on a vraiment la création d'une communauté séfarade, marquée donc bien sûr par les Juifs du Maroc. Et là, on peut voir vraiment, et c'est très intéressant, de comparer la manière dont comment a réagi l'institution communautaire, comment sont créées les différentes communautés en France et au Canada. Et au Canada, il y a par exemple la communauté séfarade unifiée du Québec qui centralise, qui coordonne les synagogues, les différents services pour les séfarades. Et on voit vraiment des grandes différences dans la manière, puisqu'en France, les Juifs d'Afrique du Nord se sont globalement, peut-être non sans mal, mais globalement intégrés dans les associations qui existaient et en les transformant, transformant sans doute, mais on voit vraiment une différence de structuration du milieu communautaire. Alors, traversons donc l'Atlantique pour parler de la France et je reviendrai à des questions un peu plus générales sur la France et notamment pour comparer la France et le Canada, mais vraiment pour ce cas, l'un des apports majeurs de ta thèse puis de ton livre a été l'exploitation que tu as faite des archives du CASIP et de tout ce que tu en as tiré et c'est absolument passionnant. Et donc pour cela, je vais laisser la parole à Laure Politis, que je remercie d'avoir accepté notre invitation justement pour t'interviewer, puisqu'elle est l'une des cadres du CASIP COJASOR, pour t'interviewer justement sur cet aspect particulièrement primordial de ton travail, à la fois sur l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, sur le rôle des institutions juives. On aura peut-être l'occasion de parler du consistoire, mais parlons sur ce sujet de la plus importante d'entre elles, le CASIP. Et donc, je vais allumer ton micro, Laure, et te laisser la parole. Voilà. Oui, Martin. Une première question concernant le rôle du secteur privé par rapport au secteur public. Après la Seconde Guerre mondiale, donc on sait que les politiques publiques et les services sociaux publics se sont développés. Et pourtant, ce sont des associations privées qui accueillent les Juifs d'Afrique du Nord qui sont nouvellement arrivés.
Comment on explique cela? Tout à fait, merci beaucoup. J'en profite, puisque tu commences par ces questions-là, par saluer déjà le travail que j'aurais, tout ce que le travail que j'ai fait a été rendu possible par le fait que des associations comme le CASIP ont conservé et ont travaillé sur leurs archives. Donc c'est un élément, et donc je pense aussi bien sûr à l'Alliance, les archives de l'Alliance, les archives de la Fondation CASIP que j'adore. Et vraiment, c'est un élément important, puisque c'est peut-être des choses auxquelles on ne pense pas directement, mais aussi ça témoigne de l'importance, à mon avis, pour les associations de promouvoir et de structurer un petit peu leurs archives. Donc effectivement, alors moi c'était un élément qui m'a, pour le coup, que j'ignorais avant de commencer ma recherche, c'était le poids des associations juives dans l'accueil des Juifs d'Afrique du Nord. Effectivement, alors tout d'abord, il faut voir déjà que l'histoire que je raconte, l'arrivée à partir des années 50, ça s'inscrit dans une histoire qui est la reconstruction après-guerre du judaïsme français, de la communauté juive française. Et je pense notamment au travail de Laura Hobson-Ford, qui a travaillé sur la manière dont une institution juive américaine, le Jewish Joint Distribution Committee, a contribué à structurer, à reconfigurer, à structurer le réseau d'assistance sociale en France. On pense bien sûr, le cas le plus emblématique, c'est le Fonds social juif unifié, qui est créé en 1949-1950, qui est créé sur le modèle des fédérations financières qui existaient aux États-Unis, avec l'idée que le Fonds social devait structurer, organiser, être l'organisation parapluie qui structurait l'ensemble du champ privé. Effectivement, et donc voilà, on voit très clairement le poids l'importance de ça. Un autre élément qui est un peu en préalable, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ombre de la Shoah, c'est qu'il y a, pour que le secteur privé se mobilise pour aider les Juifs d'Afrique du Nord, il faut déjà qu'il en ait envie. Et on voit avec l'ombre de la Shoah qui plane sur les communautés juives après-guerre, une volonté très forte des responsables communautaires, des associations, d'accueillir les populations juives d'Afrique du Nord. Il y a une grande inquiétude qu'on peut voir même dans les numéros de l'Arche, le journal du Fonds social à cette époque-là, une inquiétude. On peut voir l'importance accordée par une grande partie des associations juives, notamment dans le secteur social. Je pense bien sûr à Alain de Rothschild, qui est président du CASIP, du comité de bienfaisance israélite de Paris, l'ancien nom du CASIP, aussi du consistoire, qui est président du consistoire. Il y a vraiment une volonté. C'est vraiment un point qu'on retrouve dans les archives que j'analyse en détail, parce que c'est une inquiétude sur, ces Juifs vont arriver, ils vont se retrouver dans des conditions sociales très dégradées, ils risquent de s'éloigner du judaïsme. Or, la communauté juive en France a besoin de ces nouveaux arrivants. Et on voit vraiment le thème de la régénération, qui apparaît chez différents responsables communautaires qui disent ces Juifs d'Afrique du Nord vont venir régénérer notre communauté juive traumatisée par la Shoah. Et ça ouvre mais pour cela, il faut leur venir en aide. Il faut leur venir en aide, puisque sinon, ils s'éloigneront de la communauté juive et ils seront perdus pour nous. Alors, c'est une vision qu'on peut discuter. En tout cas, elle marque vraiment, il y a une forte mobilisation. J'ajoute aussi qu'il y a chez certains, alors c'est peut-être moins dit, moins clairement, mais il y a chez certains l'idée que le souvenir des tensions qui avaient émaillé l'arrivée des réfugiés, notamment d'Allemagne pendant l'entre-deux-guerres, des réfugiés ashkénazes et des tensions qui avaient eu lieu entre les populations nouvellement arrivées et on va dire, la communauté établie. Et donc, parce que l'histoire entre la communauté établie et les Juifs qui viennent de l'étranger n'est pas une histoire toujours joyeuse qui a parfaitement bien fonctionné. Il y a eu des tensions très fortes avant la guerre. Et donc, justement, il y a, dans cette période-là, à partir des années 50, une volonté des associations juives de ne pas réitérer ces événements du passé et donc de venir en aide, de
de venir en aide et d'intégrer au sein de la communauté. Alors ça, c'était un peu le cadre général qui me paraît important puisque voilà, ça montre vraiment une forte mobilisation puisque il va y avoir des démarches auprès des associations juives vont se mobiliser, ça je l'analyse bien dans le livre, auprès des pouvoirs publics pour aider à la régularisation des juifs tunisiens et marocains, par exemple. Alors, ce n'était pas sur une échelle aussi vaste que pour le Canada, mais voilà, il y a des aides pour aider, notamment à Paris, auprès de la préfecture de police, pour aider des juifs de Tunisie et du Maroc pour être régularisés. Bien sûr, un important réseau associatif social dans le domaine social qui vient, et c'est là où on voit par exemple très clairement, à partir des années 50, il y a eu les associations juives certains responsables associatifs sont très inquiets de la situation, et il y a l'idée qui va être formulée à différentes reprises par Alan Rothschild, par les responsables du Fonds social, qui est que les personnes qui sont de nationalité française, les Juifs d'Algérie notamment, vont avoir droit à la solidarité nationale. En tant que Français, ils auront droit aux différentes aides. Pour les étrangers, tunisiens et marocains, qu'on nomme réfugiés, on va revenir, mais c'est comme ça que certains les appellent, ils n'auront pas la solidarité nationale, donc ils dépendent uniquement du secteur privé. Alors, ce n'est pas tout à fait, de fait, quand on analyse en détail, les Tunisiens ou les Marocains qui arrivaient, qui pouvaient travailler, qui après pouvaient toucher les indemnités chômage, certains pouvaient toucher à partir d'un certain moment les allocations familiales. Donc finalement, le réseau public fonctionne aussi, mais il y a une volonté très forte affichée d'agir en complémentarité avec l'État et de prendre à la charge les étrangers qui effectivement étaient, pour le coup, ça c'est clair, exclus de la politique de rapatriement, puisque on le sait, les Juifs d'Algérie ont bénéficié des politiques de rapatriement, même si il y a de nombreux débats à ce sujet, mais voilà, il y a une politique assez ambitieuse de rapatriement. Et donc finalement, les associations privées, alors j'ai travaillé surtout ça sur le service social du CASIP, du Comité de bienfaisance israélite de Paris, qui devient en 1963 le Comité d'action sociale israélite de Paris, qui accueillait des juifs, notamment voilà, pour leur apporter des différentes aides. Alors, je rebondis sur ce que tu as pu évoquer juste maintenant. Comment expliquer aussi la tolérance des autorités françaises face à l'immigration juive d'Afrique du Nord, notamment pour ceux qui ne sont pas de nationalité française? Oui, alors ça, il faut déjà se remettre dans l'ambiance de l'époque, que je n'ai pas vécue, mais après-guerre, il y a une volonté, la politique d'immigration d'après-guerre n'est pas la politique d'immigration actuelle. Et donc, il y a une idée quand même assez claire, après-guerre, de développer l'immigration. Voilà, alors, différents ça a été bien analysé, notamment par Patrick Weil ou Alexis Speer, qui ont bien montré comment, après-guerre, différentes questions se posent sur est-ce qu'il y a des populations qui vont être privilégiées? Donc ça, c'est tout un sujet. Officiellement, il n'y a pas de population, voilà, il n'y a pas de discrimination sur la base du pays d'origine, mais bien sûr, dans la pratique, il y a des pratiques qui favorisent certains pays et non d'autres. Mais globalement, voilà, c'est important, globalement, il y a une volonté de développer l'immigration qui conduit, par exemple, à ce que le fait d'être régularisé, les gens était assez fréquent. Voilà, les gens arrivaient avec un visa, je crois, de 3 mois, et après étaient régularisés. Donc, il y a quand même une volonté de développer l'immigration à cette période-là. Et les Juifs d'Afrique du Nord vont se trouver finalement dans une situation un peu d'entre-deux, puisque à la fois ils sont à la fois natifs d'un pays qui était donc sous protectorat, donc bénéficient de règles, notamment au début, légèrement plus favorables à ceux d'autres pays. Ils sont globalement occidentalisés, ils ont parfois fait leurs études dans des structures françaises, et donc du coup, il va y avoir une tolérance
qui va être marqué un petit peu par ces éléments, par le fait qu'ils sont aussi soutenus par des associations qui, de fait, leur apportent une aide. Ils viennent généralement, en tout cas pour une partie de classe moyenne francisée. Il y a tout un discours aussi des associations juives qui met en lumière leurs difficultés, la difficulté dans laquelle ils peuvent se trouver dans leur pays de naissance. Et donc, c'est un peu dans cet ensemble que va être possible un petit peu cet accueil. Mais il faut rappeler qu'à cette période-là, finalement, les Juifs d'Afrique du Nord, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à l'importance des flux migratoires, que ce soit d'Afrique du Nord, mais aussi du Portugal, d'Espagne, etc. Donc, ça s'inscrit, et finalement, c'est une population très minoritaire, là, j'en parle comme ça, mais ça reste les non-français, enfin, les Tunisiens ou les Marocains, ça reste finalement des populations assez minoritaires qui s'inscrivent dans cette période plutôt favorable à l'immigration et qui bénéficient pour le coup de leur lien avec la France, au moins culturel, si ce n'est politique. Et je voulais… Alors, comment les personnes ont-elles connaissance en fait du CASIP, du CBIP et puis qu'est-ce qu'elles attendent de son service social? Oui. Alors ça pour le coup, c'est une différence par rapport au Canada, où il y a, voilà, pour le Canada, notamment, des personnes qui veulent partir au Canada doivent faire appel, globalement, je ne vois pas de cas où ce ne serait pas le cas, mais les personnes qui veulent partir au Canada doivent faire appel à des associations juives et donc ont connaissance des associations juives et du réseau d'assistance. En vrai, voilà, ce que je raconte là, c'est il y a tout un mouvement des associations juives françaises pour aider à l'accueil, mais en vrai, il n'y a rien qui oblige les personnes qui arrivent à se rendre au service social juif, notamment du CASIP. Et une bonne partie des gens des populations juives, notamment étrangères, mais pas uniquement, n'ont pas du tout eu connaissance des événements, des politiques que je raconte ici. Parce qu'il suffit de ne pas avoir eu besoin, de ne pas avoir rencontré, et donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être un peu plus flou. Alors, et on voit dans les dossiers, puisque j'ai dans la thèse, dans l'ouvrage montré, je me suis appuyé sur des dossiers sociaux. C'est-à-dire, c'est des dossiers ouverts par une assistante sociale, écrits par une assistante sociale, qui détaillent le suivi des nouveaux arrivants, des personnes qui viennent demander une aide. Et parfois, les assistantes sociales disent comment monsieur ou madame a eu connaissance du service. Et effectivement, on voit que parfois, c'est parce que parfois il est indiqué que monsieur a eu connaissance par une connaissance à Belleville qui lui a dit qu'il pouvait venir là pour demander une aide. Donc, c'est finalement des choses assez ça peut être des rencontres, des hasards, ce sont des liens communautaires, mais finalement, c'est quelque chose d'assez… c'est pas du tout quelque chose qui est en tout cas généralisé et systématique. Donc, c'est aussi des réseaux d'interconnaissance et le fait que les gens soient plus proches des institutions communautaires. Et qu'est-ce que peut apporter le service social du CASIP à ces personnes qui arrivent d'Afrique du Nord? Oui, alors, donc, effectivement, ce que je commençais un petit peu à raconter sur les dossiers sociaux, on voit clairement dans les dossiers sociaux, les dossiers personnels de personnes qui sont venues demander une aide, le déroulement, comment se passe un petit peu un parcours un petit peu d'assistance. Alors, tout d'abord, les personnes qui arrivent notamment au service social du CBIP et du CASIP, doivent donner toute une série d'informations personnelles, leur lieu de naissance, leurs parents, etc. etc. Et après, tout d'abord, on va leur demander de raconter leur vie. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est important et qui se développe et qu'on voit dans d'autres travaux sur l'action sociale. C'est la manière dont, au fur et à mesure, on accepte de donner une aide à des gens, mais il faut qu'ils racontent leur vie. Et il faut qu'ils s'inscrivent dans un récit d'eux-mêmes, qui après va être travaillé par l'assistante. Mais les dossiers du CASIP sont pour le coup parfois très forts sur ces sujets-là. Et je cite certains passages qui vraiment donnent un regard un petit peu sur ces premiers temps d'arrivée. Les gens doivent raconter leur vie et doivent faire une demande. Et donc, ils demandent
généralement de l'argent, parfois des conseils. Certains demandent juste des conseils parce qu'ils ont un projet de s'installer et donc ils demandent des précisions, des conseils. Et donc, à partir de cette demande-là, l'assistante sociale va faire tout un travail, plus ou moins qui peut durer une fois, qui peut s'étendre sur des années, pour certains, de travailler la demande des usagers, qui sont à l'époque appelés des clients, mais généralement, je crois qu'ils sont maintenant plutôt appelés des usagers. Alors, tout d'abord, le service social peut donner une aide financière. Voilà, il y a différents. J'ai calculé, j'ai fait toute une série de statistiques et voilà, pour montrer un petit peu comment une aide financière, mais il y a une aide financière qu'on peut demander. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, c'est quelque chose qui fait l'objet, au fur et à mesure des années, d'une grande prudence par le service social qui ne souhaite pas. Il y a tout un mouvement à cette époque-là, voilà, d'éviter de donner de l'argent sans contrepartie, en tout cas sans sélection. Et donc, il y a tout un processus, on va demander aux personnes d'expliquer pourquoi, il y a tout un processus qui va permettre l'octroi d'une aide financière. Donc, c'est un élément important, mais ça n'est pas systématique. Je fais juste un parallèle avec le Canada, justement. Au Canada, finalement, l'aide est beaucoup plus systématique, puisque les gens arrivent parce qu'ils sont, ils sont aidés par une association. L'association s'est engagée auprès de l'État globalement à aider les nouveaux arrivants et donc il y a vraiment, les gens peuvent recevoir des chèques mensuellement, etc., par semaine, voilà, pendant quelques temps. Au CASIP, il y a une volonté d'analyser chaque demande, et ça je pourrais y revenir après, et de sélectionner. Alors, ça c'est l'aide financière. Il y a des aides, alors après je vais sans oublier, mais il y a des aides de vestiaire. Il y avait un vestiaire et donc les gens pouvaient venir prendre le vestiaire. Il y a il pouvait bien sûr, il était possible d'être orienté pour avoir des aides, des prêts notamment. Avec le Fonds social, avait une institution qui a aussi aidé pour les prêts. Donc des prêts, ça c'est plutôt pour des gens ça c'est pas pour les gens qui viennent d'arriver, bien sûr. Les prêts. Et alors un autre élément, je pense, qui est très important, qui fait écho aussi à des problématiques actuelles sur le travail social, c'est que l'assistance sociale aussi peut aider à constituer des dossiers pour avoir d'autres aides. Voilà. Donc on voit des assistantes sociales qui aident pour avoir les allocations familiales ou des droits pour le chômage, etc. Donc on peut voir aussi, ce n'est pas uniquement des aides financières, mais c'est aussi l'inscription dans un cadre plus global. Et donc, c'est aussi une aide pour obtenir d'autres aides et d'autres dispositifs. Alors, là, tu parles des aides financières, tu parles de l'accession aux droits. Maintenant, est-ce que tu as aussi remarqué dans l'accompagnement social qui est fait par le CASIP et le CVIP, des actions qui visent à l'intégration des personnes proprement dites? Alors, de manière générale, donc il y a c'est une période, je reviens sur, après la Seconde Guerre mondiale, le rôle des associations juives américaines, c'est une période qui voit un peu une évolution des pratiques de travail social, le case work, bon, je ne vais pas y revenir, mais et on voit notamment au CASIP déjà très clairement un désir, une volonté de ne pas uniquement consacrer l'aide financière l'aide proposée par le service à une aide financière, mais aussi de prendre en compte ce que l'assistante chef du CASIP appelle le traumatisme de la migration parfois. Et donc, il y a vraiment une volonté d'accompagner, notamment en faisant s'exprimer les gens, notamment, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur arrivée. Et la question de l'intégration, peut être mise en perspective avec ça, puisque de toute façon, une partie des gens qui arrivent sont francisés, ils parlent français, ils ont un lien culturel déjà assez fort avec la France, si ce n'est parfois qu'ils sont même français. Et donc, du coup, la question d'intégration, elle se pose un peu différemment que pour d'autres populations qui sont très éloignées, notamment de la langue. Et par exemple, je fais
parallèle avec le Canada. Au Canada, le service social organisait des cours d'anglais pour les gens qui arrivaient, puisque même s'ils parlaient français, il fallait, pour certaines activités salariées, parler anglais. Bien sûr, dans le cas des services sociaux du CASIP, on n'est pas du tout dans cette situation. On est plutôt sur un accompagnement qui veut prendre en compte les traumatismes liés au départ, qui veut accompagner les gens, qui veille à ne pas donner des aides financières sans contrepartie et qui veille vraiment à doser et à suivre les parcours d'intégration, mais plutôt au sens d'installation et du fait que les gens n'ont plus besoin d'aller au service social. Et le deuxième, et bien sûr, il y a bien sûr ces aides pour se repérer notamment dans le maquis des administrations. Donc il y a une aide bien sûr à l'arrivée, à comprendre la ville, comprendre les questions liées au statut, à la réglementation. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est plus, à mon avis, plus ténu que pour d'autres cas. Pour l'emploi également, il y a une aide de la part du CASIP. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a des aides liées, bien sûr, à l'emploi, des aides notamment en lien notamment avec un autre bureau, le Bureau d'information et d'orientation du Fonds social, qui oriente vers des emplois et qui aide les nouveaux arrivants à avoir un emploi. Alors après, est-ce que c'est très difficile dans les dossiers de savoir si les emplois si les gens ont un emploi qui leur a été proposé ou orienté par les services sociaux? Ça, on le voit. Enfin, moi, je l'ai vu très difficilement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit qui est très clair. Ou que ça, les logements, orientés pour aider pour les logements, il y a une aide assez forte pour lorsque les gens arrivent, notamment qui sont à l'hôtel, une aide pour les accompagner dans ces premiers temps et pour les orienter vers les structures qui leur permettent d'avoir un emploi aussi. Il y a beaucoup d'aides pour avoir les chômages, notamment le chômage, et on voit comment, même de manière je trouve assez intéressante, il y a une aide pour trouver un emploi, mais ce qu'on voit aussi dans certains dossiers, je cite des exemples dans le livre, c'est la manière comment les assistants sociales vont aider les personnes, les usagers qui sont en difficulté dans leur travail à parler de leur travail et à essayer de régler les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. Je pense notamment au cas de quelqu'un qui est instituteur, qui n'arrive pas à être instituteur, enseignant, qui n'aime pas du tout, et il en parle longuement avec l'assistante sociale, et l'assistante sociale trouve avec lui d'autres projets pour lui, ouvre d'autres voies que de continuer dans son travail. C'est quelque chose, on a vu une relation sociale un peu plus, qui est différente, qui n'est pas juste orientée vers un emploi, mais c'est aussi parler de l'emploi et parler du travail et des difficultés que les gens rencontrent à leur arrivée. Puisqu'on voit bien sûr des cas de difficultés, on peut dire une forme de déclassement, en tout cas au début, de gens qui arrivent qui ont eu des situations professionnelles plus stables dans leur pays de naissance et qui, arrivés en France, se retrouvent en difficulté. Et donc, on voit vraiment dans les dossiers une forme de souffrance liée à cela. Et pour le coup, ça d'une certaine manière, même si on voit moins dans les dossiers cette souffrance au Canada, cette problématique existe. On voit des parcours un peu complexes de ce point de vue-là. Et un dernier point sur l'emploi, il y a vraiment une volonté assez forte de permettre aux gens de travailler et parfois même, ça va jusqu'à non pas conditionner l'aide, mais leur insister pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent cesser d'être dépendants du service social. Alors après, il y a des manières différentes de le faire, mais il y a vraiment une importance mise sur ce sujet-là. Alors, une dernière question sur les archives plutôt et sur les dossiers sociaux eux-mêmes. Ces dossiers sociaux, est-ce qu'ils reflètent la réalité ou ils reflètent une réalité du vécu des personnes?
Oui, bah ça, c'est une grande question, bien sûr, que les gens, même les historiens qui travaillent sur les dossiers sociaux, et je pense que tous les chercheurs qui travaillent sur les dossiers sociaux, s'interrogent sur ça, finalement. Alors, est-ce Que, que tu peux décrire peut-être oui, ce que c'est que ces dossiers sociaux, parce oui, que tout le monde n'en a c'est pas ça. lu. Donc, oui, tout à fait. Donc, ce sont des dossiers donc, qui retracent, qui sont ouverts à l'arrivée d'un usager, présentent toute une série d'informations, et après, l'assistante sociale va raconter le suivi, et donc, voilà, en disant, je pourrais lire un extrait qui se trouve au début du livre, qui va raconter le suivi. Monsieur m'a dit telle chose, je lui ai répondu que, etc. Qui parfois s'étend sur des années. On voit des dossiers qui sont ouverts une année, pendant 3 ans, il n'y a rien, et puis après, les personnes reviennent et on revoit. Et donc, on a des morceaux fragmentaires, des biographies assez fragmentaires, et certains dossiers durent des années, et on voit des gens suivis parfois pendant des années. Alors, bien sûr, la question, c'est un élément très important. Je vais lire un extrait parce que, notamment dans les dossiers à Paris, j'avais été frappé. Voilà, je vais prendre à l'inverse. Quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai commencé à voir les dossiers de service social, j'ai été frappé par le caractère assez froid des dossiers, qui sont rédigés un peu différemment. Ils sont rédigés de manière un peu plus distante, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et on voit vraiment à Paris une volonté d'être attentive au ressenti des personnes. Alors bien sûr, on peut se demander, finalement, on voit des personnes il faut aussi se rappeler que les personnes qui demandent une aide, parfois peuvent être dans une situation, est-ce que, voilà, ils sont dans une situation de demande d'aide, et donc du coup, ça, voilà, on peut s'interroger sur la manière dont les affects, la manière dont les gens réagissent est liée à leur position de demande. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est bien sûr, à mon avis, il faut prendre en compte ce qui est marqué, même si parfois c'est et essayer d'analyser la manière d'examiner pourquoi les assistants, les travailleurs sociaux mettent l'accent sur certaines choses et non sur d'autres. Pourquoi est-ce que c'est important pour un travailleur social de dire qu'un tel, monsieur un tel ou madame un tel se met à pleurer pendant la rencontre. Et finalement, on peut voir, c'est justement dans cette relation-là que se joue le suivi social et la manière dont les travailleurs sociaux à cette époque-là veulent essayer d'envisager le suivi social de manière plus globale. Peut-être je peux lire un court passage qui est vraiment au tout début du livre, qui donnera un exemple de ce que de la manière dont c'est le style un petit peu des dossiers à Paris. Donc c'est un premier rendez-vous, c'est le deuxième rendez-vous d'un couple qui est originaire, je pense, de Tunis, qui arrive avec sa femme. Et donc, on lit dans le dossier, donc c'est le deuxième rendez-vous, ils ont demandé, je pense, une aide financière. Et donc, l'assistante sociale va écrire ce que je vais citer. Excusez-moi, madame, donc là, c'est le monsieur qui parle et c'est l'assistante sociale qui écrit. Excusez-moi, madame, et ma femme me démoralise complètement. Elle pleure toute la journée, elle refuse de rentrer seule. Je fais des démarches auprès de connaissances pour avoir un travail. Elle veut venir avec moi et comme elle est trop fatiguée pour le métro, il faut prendre des taxis. Je n'en peux plus, elle est comme un bébé. Pendant que monsieur parle, madame tient la tête baissée et pleure silencieusement. Elle dit « C'est vrai, madame. » C'est vrai, donc, l'assistante sociale. Je suis malheureuse et fatiguée. Je ne veux pas avoir mon enfant à l'hôtel. J'ai peur de Paris, j'ai froid. Mes enfants, les 2 plus grands, dorment par terre chez ma sœur. Bien sûr, ils ne sont pas loin, car l'hôtel que nous avons trouvé est rue Orion. Même à Tunis, je n'allais pas toute seule, alors à Paris et à l'hôtel. Donc on voit, enfin j'ai un peu cité rapidement, mais je trouve qu'on voit dans cet exemple la manière dont voilà, l'attention finalement de l'assistante sociale sur le sentiment et sur les réactions de ces usagers. Et je pense, et voilà, après, si bien sûr, on ne peut pas se contenter de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des généralités et
prendre ces jugements voilà, immédiatement. Mais je pense que ça donne des indications et ça permet, à mon avis, de reconstituer quand même un élément, une trame biographique des personnes qui ont été aidées. Et je finis juste sur un point. Et c'est vrai qu'on voit par exemple qu'au Canada, les travailleurs sociaux sont nettement moins envie de raconter les moments difficiles. Voilà, il y a très peu de moments comme je viens de vous lire dans les dossiers au Canada. Il y a une volonté de mettre un peu à distance les difficultés ou la dimension peut-être plus triste, qui, à mon avis, voilà, qui ne veut pas dire que les gens là-bas n'étaient pas tristes et que les gens ici, les gens à Paris sont tristes, mais voilà, qui en tout cas témoignent d'une manière un peu différente pour les travailleurs sociaux d'accompagner les usagers qu'ils ont face à eux. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Merci. Et je repasse la parole à Ariel. Merci beaucoup, Laure. Alors, avant de poser des questions, que le public puisse poser des questions à Martin, et je sais, enfin, je reçois déjà sur le chat quelques questions et quelques demandes, j'aimerais poser une question un peu plus générale, qui serait de te demander, Martin, finalement, quel est le bilan que tu fais de l'intégration des Juifs d'Afrique du Nord en France, et selon plusieurs angles, finalement. D'abord, un premier angle, c'est évidemment les Juifs d'Afrique du Nord eux-mêmes, mais également, si tu regardes un instant, du côté des organisations juives, notamment, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Oui, eh bien, alors déjà, il faut rappeler, à mon avis, que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut le rappeler, voilà, le fait que les associations juives se soient mobilisées pour accueillir les populations migrantes juives, c'est un élément important qui n'est pas un élément évident. Il y a d'autres histoires au XIXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres, de rencontres qui se sont passées vraiment nettement moins bien, qui se sont passées avec beaucoup plus de tension. C'est vrai que j'ai tendance sans doute à mettre l'accent sur la manière dont les Juifs d'Afrique du Nord ont été accueillis et la mobilisation associative qui s'est accompagnée, voilà, qui a permis cette arrivée. Et que ce soit au Canada, en France, selon des modalités différentes, mais voilà, il y a une volonté d'accueillir. C'est déjà un élément de bilan qui me paraît intéressant, puisque voilà, il y a d'autres cas où la question se pose vraiment différemment. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des modalités différentes d'action au Canada et en France, c'est l'important, bien que ce soit une période où les pouvoirs publics, l'État se développe et s'investit dans le domaine social et dans le champ d'immigration, les associations ont un rôle à jouer. Elles prennent un rôle, parfois avec des tensions, mais elles prennent un rôle et elles mettent en avant leurs spécificités au profit pour venir en aide à des populations définies comme vulnérables. C'est aussi un élément de bilan, à mon avis, qui est important, puisque on voit clairement comment elles ont joué à la fois sur le tableau social, en investissant et en venant en aide aux populations qui en avaient besoin, et dans le champ politique, puisque la question de la réglementation est très importante et a mobilisé de nombreuses personnes, de nombreux responsables, pardon. Je pense notamment, j'en ai pas parlé, mais l'Alliance israélite, les membres du comité directeur de l'Alliance israélite universelle se sont mobilisés, par exemple, pour essayer pour protéger le fait que la nationalité française des Juifs d'Algérie. Il y avait une crainte à un moment de 1962, et donc René Cassin et des membres du comité de direction, comité central, pardon, de l'Alliance se sont mobilisés. Donc voilà, c'est un ensemble finalement dans le domaine social, dans le champ politique, de manière assez discrète finalement, mais assez déterminée. Et donc voilà, c'est un élément, à mon avis, voilà, c'est deux choses qui sont importantes. Après, voilà, c'est toujours difficile maintenant de comparer, comparer le résultat de politique d'accueil. C'est pas quelque chose que j'ai fait, mais en tout cas, je pense qu'on peut voir que que les associations aussi s'inscrivent dans le champ d'une intégration dans la collectivité nationale, finalement. Ce n'est pas juif pour maintenir les gens dans un
communautés fermées, c'est vraiment les accueillir pour qu'ils puissent s'installer et prendre. Il y a vraiment des textes, notamment du directeur du service social au Canada, qui est assez clair. C'est l'action que nous faisons, c'est pour, bien sûr, accueillir des Juifs qui aient leur propre communauté, mais pour qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté, dans la société canadienne. Et il y a une volonté très forte aussi en France de ne pas couper les liens avec les nouveaux arrivants, mais de les inscrire dans la société française pour ceux qui étaient en situation de marginalité. Donc voilà, rien que ça, c'est une forme de volontarisme qui est à mon avis intéressante à souligner et qui, à mon avis, doit être toujours bien mis en perspective, puisque l'histoire finalement des migrations ne se passe pas toujours avec une mobilisation associative ou étatique qui permet l'insertion dans la société majoritaire. Merci beaucoup Martin. Et donc là, nous allons passer aux questions des participants. Donc certains me l'envoient sur le chat, je les lirai dans quelques instants, n'hésitez pas. Mais d'abord, je vais laisser la parole à Chaim Sadoun, le professeur Chaim Sadoun en direct d'Israël, qui nous fait l'amitié d'être présent et qui voulait te poser des questions. Martin, je réactive le micro de Chaim si cela marche. Cela va marcher. Voilà, ça marche. Bonsoir à tous et bonsoir Ariel. Merci pour cette très bonne occasion de vous voir tous par le Zoom. Et j'espère que même dans cette épidémie de la Corona, vous êtes tous bien, vous et votre famille. Et félicitations pour la publication de ce livre qui me paraît être très intéressant. Le sujet des migrations des Juifs d'Afrique du Nord en général, c'est une question qui m'occupe beaucoup dans mes recherches. Donc, j'ai 3 questions, s'il vous plaît. Premièrement, est-ce que vous avez des renseignements sur l'immigration des Juifs tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire à peu près 1942, 43, 45, jusqu'à 1949. Deuxièmement, est-ce que vous pourrez vous donner quelques données, des comparaisons entre l'immigration des musulmans et l'immigration des pieds noirs, ça veut dire des colons français, en France, dans la même époque que vous avez recherché dans votre livre. Je voudrais savoir si on peut voir dans une perspective plus générale de cette question d'immigration. Et la troisième question, est-ce que vous avez des renseignements, des détails sur l'attitude des dirigeants des communautés juives en Afrique du Nord envers la question des migrations des Juifs en général et en particulier en France? Merci. Je prends maintenant, c'est ça? Je réponds maintenant? Oui, vas-y. Alors effectivement, c'est beaucoup de… Voilà, merci pour ces questions et merci beaucoup pour… alors, c'est très… Bien sûr, c'est des sujets très importants et très intéressants que je n'ai pas traités directement. Notamment alors, sur la question de l'immigration après-guerre, à partir de 1942, non, effectivement, on voit clairement qu'il y avait des Juifs avant, sans doute, même juste après la guerre, des populations, des Juifs d'Afrique du Nord. C'est vrai que moi, j'ai commencé notamment à voir les dossiers sociaux à partir de 1954. C'est possible, il y en avait d'autres avant, mais voilà, c'est pas quelque chose. À un moment, il y a eu une cristallisation dans les années 50, et je n'ai pas analysé, étudié ça. Même si on voit dans le courant des années 50 se poser cette question au fur et à mesure, même en 54, on commence à avoir vraiment, au fur et à mesure que la décolonisation se présente, on voit la situation évoluer. Alors, bien sûr, ça c'est aussi un élément sur les communautés locales. C'est pas quelque chose qui est… Je n'ai pas vu les archives des communautés locales, Tunisie, Maroc ou Algérie, et effectivement, alors je les vois un petit peu par le biais, à travers ce qu'en disent notamment les organisations juives américaines. Hayas qui
dans les années 50, avant d'ouvrir un projet d'immigration important vers le Canada et vers d'autres pays, est allé voir, est allé rencontrer différents leaders de la communauté juive marocaine. Mais effectivement, ça c'est sans doute un élément qui serait intéressant de clarifier, mais ça n'est pas quelque chose qui est finalement ni au cœur de mon travail, ni finalement, et je trouve moi effectivement que certaines organisations ne s'appuient pas réellement sur les communautés juives locales. Je pense notamment à des organisations, l'American Jewish Committee, une organisation juive américaine qui s'investit là-bas. Ils ont des liens avec des associations, avec des leaders communautaires, mais on le voit moins. Je pense bien sûr à Jacques Lazarus aussi en Algérie, qui était responsable évidemment, du Congrès juif mondial et du centre. Bon, j'ai oublié l'association, mais voilà. Donc c'était donc bien sûr ils étaient présents, mais moi j'ai moins vu ça. Sur la question de la comparaison, effectivement, ce serait ça pour le coup un sujet très très intéressant, la question de la comparaison avec avec les populations non juives de Tunisie, de Maroc ou d'Algérie. Je pense notamment au travail que Maud Mendel ou Tam Katz ont fait sur le sujet. Alors, de toute façon, il faut bien distinguer. De toute façon, c'est toujours, les comparaisons sont toujours un petit peu difficiles, parce que vous avez parlé, effectivement, il y a les populations dites musulmanes, les non-juives, qu'on peut comparer aux pieds noirs, aux rapatriés, mais il y avait aussi les étrangers juifs qui n'étaient ni pieds noirs, qui n'étaient pas pieds noirs, et à peu près, en 1975, on dénombre à peu près 700 000 Algériens en France. Donc comment dirais-je, les échelles, effectivement, c'est par rapport et 750 000 Portugais. Il faut bien voir qu'il y a des grandes, la population juive est très 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 minoritaire dans ces flux des années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Après, moi, il y a un élément qui est intéressant, c'est finalement dans cette politique, la politique d'immigration de la France vis-à-vis notamment des Algériens, qui était marquée par une logique de police dans le cadre des conflits et des colonisations à la guerre d'Algérie. Finalement, les Juifs passent entre cette logique de police et bénéficient et réussissent à être finalement à bénéficier d'une forme de bienveillance des autorités qui n'est pas comparable avec la manière dont s'est déroulée l'immigration, notamment d'Algérie. Mais voilà. Est-ce que... Alors, je vais passer la parole. Faustine Sigal a demandé la parole. Juste une seconde pour le micro. Voilà, Faustine. Merci beaucoup de l'organisation, merci de la présentation. Je me demandais, Martin, moi j'ai des amis, différents amis, j'ai souvent entendu ces choses-là, donc des gens de mon âge, qui quand ils veulent aller au Maroc, soit pour des raisons de tourisme total, en gros d'aller à la piscine, soit parce qu'il y a vraiment un intérêt de retourner là où leurs parents ou grands-parents ont grandi, et qu'il y avait un veto ferme des parents et des grands-parents de tu ne retourneras jamais là-bas. Ou bien on retournera un jour, mais pas maintenant, c'est pas le moment, etc. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose c'est une expérience que tu as vue beaucoup chez le refus, une espèce de rejet comme ça du retour, soit chez les gens directement, soit chez leurs enfants. Et est-ce que tu as vu des différences selon que ce soit des gens qui soient allés en France, Maroc ou Canada dans le rap, à quel point la transition a été un point de non-retour? Oui, alors effectivement, ça c'est pas au cœur de ma thèse, mais effectivement c'est un sujet notamment que j'ai un peu travaillé en faisant des entretiens avec des Juifs d'Afrique du Nord. Alors déjà un point peut-être parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est que finalement déjà le départ, ça n'est pas une rupture, c'est parfois une rupture brutale, et parfois, et ça on voit ça dans les dossiers du CASIP.
Des gens qui partent une fois, qui retournent notamment en Tunisie, au Maroc, qui repartent, qui retournent, et pendant quelques années, il y a des allers-retours, une série d'allers-retours qui sont liés à la situation, à la fragilité, un petit peu aux difficultés d'installation dans le pays, aussi à la difficulté de partir. Et donc, du coup, voilà, c'est pas comme le modèle de l'Exode hein, pour la majorité des Juifs d'Algérie, mais effectivement, déjà, le départ n'est pas brutal. Et ce qu'on voit, j'avais interviewé, ça me fait penser parce que j'avais interviewé des personnes qui ont quitté la Tunisie et le Maroc, notamment pour venir en France pour faire leurs études secondaires, leurs études supérieures, pardon, et qui retournaient l'été, retournaient voir leurs parents en Tunisie ou au Maroc, voilà, pendant un certain temps. Puis à un moment, leurs parents quittent la Tunisie ou le Maroc et donc ils cessent de retourner là-bas et ils commencent à aller en Israël. Et donc on voit intéressante, hein, une forme de déplacement hein, un moment, la Tunisie ou le Maroc, a fortiori l'Algérie, mais effectivement la situation est tellement différente en raison de l'indépendance et de la guerre. Mais en tout cas pour la Tunisie et le Maroc, il y a un moment effectivement d'éloignement et ça n'est plus, avec le départ des parents, ça n'est plus un lieu pour la majorité des cas, je pense, un lieu de vacances ou de retour régulier. Après, pour la question effectivement des deuxième ou troisième génération, là c'est très différencié. Moi j'ai vu, voilà, il y a des gens qui parlent, alors notamment les gens du Maroc, il y a des gens qui parlent très positivement, qui y retournent. J'ai pas travaillé sur ça suffisamment pour pouvoir, mais effectivement, il y a à la fois des départs qui ont été assez difficiles, notamment voilà, liés à la brutalité, aux tensions qui existaient dans le pays, et sinon d'autres cas effectivement de personnes qui ont redécouvert et qui y retournent volontiers. Donc ça, je peux pas vraiment présenter peut-être une typologie, mais effectivement, il y a différents cas de figure, et globalement, on peut, en tout cas, il y a une forme peut-être d'éloignement sans doute liée à la suite du départ. Alors Martin, deux questions qui me sont arrivées par le chat et que je vais te lire si tu ne les as pas vues. D'abord, une question de Harriet Jackson. Est-ce que la politique américaine envers les Marocains était différente de celle du Canada dans les années 50 ? Ce n'était pas aussi difficile pour un Marocain de déposer sa demande d'émigration aux États-Unis qui menait une politique discriminatoire d'émigration depuis 1924. Et deuxième question d'Eva Sidbon cette fois, est-il possible d'estimer la proportion de la population juive immigrée qui a fait appel aux associations juives? L'estimation de cette proportion est-elle différente au Canada et en France? Si oui, existe-t-il une ou des raisons tenant à la nature de la population et ou à celle des associations? Oui, alors, à ma connaissance, alors déjà pour la question pour les États-Unis, effectivement, à ma connaissance, il était très difficile, encore plus difficile, hein, d'aller aux États-Unis dans les années 50. Alors, il y a bien sûr des cas, hein, notamment, alors, j'en ai des cas de personnes, de femmes marocaines qui se sont mariées avec des soldats des bases américaines au Canada, au Maroc, qui sont allés aux États-Unis. Il y a des cas d'étudiants dans les yeshivot aux États-Unis qui se sont retrouvés aux États-Unis. Mais sinon, globalement, ce qu'on voit clairement, c'est que quand HIAS, donc l'association juive américaine, met en place, développe l'idée des Juifs d'Afrique du Nord, la question des États-Unis est vraiment n'est même pas abordée. Voilà, et parce que voilà, il y avait une politique qui était très fermée, et voilà, ça n'était pas prévu en tout cas, mais ça, je manque effectivement d'informations plus précises sur ça. Alors là, c'est très difficile finalement, je trouve, estimer la population juive qui a fait appel aux associations juives, c'est très difficile parce que déjà, ça nécessiterait de connaître la population juive de base, enfin générale, pour pouvoir connaître la proportion de celle qui a fait appel à une association. Or, une bonne partie des comptages qui sont faits de la population juive sont des comptages à partir des associations. Donc du coup, on est vraiment, enfin, c'est sur les histoires de démographie, on est vraiment assez en difficulté
estimé, j'ai vu une estimation, par exemple, le BIO qui aurait accueilli 75 000 personnes en social, mais je veux dire, ce sont des chiffres très… voilà, je pense qu'il est très difficile d'établir ça. Ce qu'on peut dire, en tout cas, je pourrais retrouver un peu les chiffres pour le CASIP, hein, mais j'ai évalué le nombre de personnes pour le CASIP. Ce qu'on peut dire, c'est que en France, il n'y a effectivement pas… Il est plus facile pour quelqu'un qui est juif de passer un peu à travers les mailles du filet, du filet et ne pas s'adresser à une association juive. Pour aller au Canada, c'est quand même plus difficile puisque une bonne partie des personnes qui sont arrivées parce qu'ils ont été aidés par une association juive. Et donc, du coup, à leur arrivée, ils s'adressent à une association juive et c'est normal finalement parce que c'est dans un cadre contractualisé d'une certaine manière. Même si des gens sont arrivés aussi parce qu'ils ont été parrainés par leur famille, globalement, il est plus normal d'aller voir une association, le service social juif à Montréal, puisque c'est quelque chose qui est normal et prévu dans le système d'immigration. C'est-à-dire que ça n'est pas le cas en France où quelqu'un peut arriver et ne pas aller voir une association juive. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a une différence assez importante. Voilà, d'encadrement et finalement de représentativité au sein d'une association. Merci beaucoup Martin. Nous allons nous arrêter là. Je rappelle le titre de ton livre, Politique de l'accueil, État et associations face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada des années 1950 à la fin des années 1970, aux presses universitaires de Rennes. Je vous invite évidemment à vous le procurer et à le lire. C'est un ouvrage extrêmement riche. Merci d'avoir accepté notre invitation, Merci Martin. beaucoup. Merci à toutes et à tous.